grand drame des Bretons, c'est qu'ils sont parmi les derniers à être passés de la tradition orale à l'écrit. Et qu'en Bretagne, même à l'époque où la Bretagne avait son autonomie institutionnelle, d'abord les dirigeants depuis l'arrivée des Montfort à la tête du duché. Pour le reste, l'écriture était le monopole des clercs formés en latin par l'Église. C'est d'ailleurs pas très différent ailleurs, mais les premiers écrits qu'on a en breton sont rares et la Bretagne devient sujette et intégrée en quelque sorte à la France en 1532, chacun le sait, et curieusement, le premier texte qui va réglementer la communication, qu'elle soit orale ou écrite en France, va intervenir quelques années plus tard, puisque c'est l'ordonnance de François Ier d'août 1539, qu'on connaît sous le nom d'ordonnance de Villers-Cotterêts, et qui dit que désormais, les textes officiels et juridiques se feront en français, qui sera la langue officielle unique du royaume. À la vérité, ça peut paraître à l'époque un progrès, puisque auparavant, tout était rédigé en latin. Donc on passe du latin à la langue vulgaire, et on dit c'est français. Ce texte, tenez-vous bien, va être la base de l'affirmation par l'État français de l'usage unique du français dans la vie publique jusqu'en 1994. Et lorsque, dans les procès, j'ai connu dans ma jeunesse où des militants bretons devant la Cour de sûreté de l'État voulaient s'exprimer en breton, on leur disait « Ah non, monsieur, ordonnance de Villers-Cotterêts », autrement dit la République, fondait la prohibition qu'elle imposait sur un texte de l'Ancien Régime. Ça s'écrit parce que c'est pas tout à fait vrai. De la monarchie à la République, je dirais que l'usage de la langue va peu préoccuper l'État, quelle que soit sa forme. Au fond, les gens parlent comme ils veulent entre eux et s'expriment comme ils veulent, peu importe. Il n'y a que deux domaines dans lesquels une langue est imposée, celle des actes officiels de l'État, du roi, et en ce qui concerne la justice, il y a des interprètes éventuellement s'il le faut, mais généralement, ça se fait toujours en latin. Et ça dure jusqu'à la Révolution de 89. De surcroît, l'écrit se développe depuis d'ailleurs l'ordonnance concomitamment de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, parce que c'est l'arrivée de l'invention de Gutenberg, de l'imprimerie, par conséquent du développement de la reproduction de l'écrit au-delà des copistes et de sa diffusion. Mais pour autant, en 1789, je dirais, comme la plupart des pays d'ailleurs, les trois quarts des gens étaient analphabètes. Ils ne savaient ni lire ni écrire. À part le clergé et la caste des clercs qui avait été formée par le clergé. Et d'ailleurs, l'enseignement importait peu à l'époque. C'était quasiment le monopole abandonné et délaissé à l'Église. Arrive la Révolution française. Et en particulier, 14 juillet 1989, pas seulement crise de la Bastille, mais surtout réunion des États généraux convoqués par Louis XVI, où des gens désignés de toute la France, et en particulier des gens de tiers États, pas seulement des nobles qui parfois étaient dossiers d'alphabet, ou des
membres du clergé qui, eux, étaient lettrés, vont se retrouver ensemble. Et ils vont poser un certain nombre de principes avec la Déclaration des droits de l'homme. Et ils se rendent compte qu'ils vont transmettre ça à une population qui, aux 2/3, non seulement est analphabète, mais ne comprend pas le français. Ils se retrouvent avec des gens venus du territoire français de l'époque, qui étaient peu ou prou, j'ai agrandi un peu depuis, mais pas énormément, ils étaient incapables de se parler. Vous mettiez un Picard et un Rouergat l'un à côté de l'autre, rien. Alors, le but, c'est quand même, principe d'égalité, principe de la souveraineté du peuple, que les règles, le droit, la loi soient connues de tous. Et on va avoir une première attitude qui est peu connue, mais qui est assez extraordinaire. Devant cette constatation, en juin 1790, les États généraux qui se sont transformés en assemblée constituante vont prendre un décret dans lequel ils vont décider, tous les décrets seront traduits dans toutes les langues régionales, affichés et lus sur la place publique. C'est assez étonnant de voir ça. C'est l'époque que j'ai qualifiée de girondine. Rassurez-vous, ça va pas. Enfin, rassurez-vous si je puis dire, ça va pas durer longtemps. Et c'est ainsi que, dès la fin du même mois, un personnage resté célèbre pour d'autres raisons de l'histoire va intervenir à la tribune en disant « Mais c'est pas possible, c'est Talleyrand, qui lui est un lettré, qui est évêque. On manque de traducteurs, et puis rendez-vous compte ce que ça va nous coûter de devoir imprimer dans X idiomes différents tous les textes que l'on va prendre. » Et il justifie cela politiquement en disant « Parler le français, c'est accéder à la démocratie, oublier le patois, c'est se libérer de la domination et de la dépendance. » Arrive derrière la chute de la monarchie et l'élimination des Girondins à tendance fédéraliste, et le triomphe des Jacobins. Et là va apparaître un personnage qui est un avocat toulousain, qui s'appelle Bertrand Barrère, et qui va déclarer « La monarchie avait des raisons de ressembler à la tour de Babel dans la démocratie, laisser les citoyens ignorants de la langue nationale, incapables de contrôler le pouvoir, c'est trahir la patrie. Chez un peuple libre, la langue doit être une et la même pour tous. » Il va reprendre l'argument de Talleyrand sur les dépenses inconsidérées faites pour traduire dans les différentes langues compréhensibles par le public et par les citoyens. Et c'est là qu'il va prononcer cette phrase célèbre qu'on attribue à tort à l'abbé Grégoire. Le fédéralisme et la superstition parlent bas breton, l'émigration et la haine parlent allemand, la contre-révolution parle italien, alors entendez le corse en l'espèce, et le fanatisme parle basque. Et il va y avoir deux rapports successifs, l'un de Barrère et l'autre de l'abbé Grégoire, sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française. Je ne vais pas tout vous citer, on vous distribuera peut-être le texte après le fait qu'il aurait été traduit en breton, parce que je souhaite qu'il soit plus en et ça va aboutir à un certain nombre de commentaires. La Convention ayant reçu les rapports de Barrère et de l'abbé Grégoire, finalement, on ne pourra pas appliquer le texte, mais ensuite, la terreur ayant été mise en place, le comité de salut public réaffirme la nécessité de supprimer les dialectes, et le 2 Thermidor en 2. C'est intéressant comme date, parce que le 9, il va se passer autre chose, qui va être la chute de Robespierre. Robespierre promulgue un texte
Article 1er, à compter du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit en langue française, et donner ensuite un délai d'un mois à tout le monde pour respecter cette donnée, à peine d'être condamné à 6 mois d'emprisonnement et destitué. Sa chute et la fin de la terreur font que cette mesure ne sera pas effectivement mise en œuvre. Et en définitive, dans un premier temps, la langue française va s'imposer par la création des lycées napoléoniens, mais pour les gens qui ont déjà passé l'école primaire, le reste étant pas encore abandonné à l'Église à l'époque, et il faudra attendre la Troisième République. Non, d'abord Louis-Philippe, 1833, qui va créer les écoles normales pour former les instituteurs, en français bien entendu. Et puis ensuite, on aura les lois Fallot de 1850 qui viendra restreindre le champ des écoles normales. Alors tenez-vous bien, en raison de la méfiance concernant les idées radicales, voire sociales, répandues dans ces écoles. Et il faudra attendre la Troisième République et les lois de Jules Ferry entre 1879 et 1882, instituant l'enseignement primaire gratuit et obligatoire, qui vont définitivement asseoir l'enseignement exclusif du français, avec les méthodes, en particulier à l'école primaire, que l'on connaît et qui perdureront jusque dans les années 1950, de l'autopunition, de la délation imposée aux élèves, le symbole, etc. Et on va, en quelque sorte, imposer, au détriment des autres langues parlées jusqu'alors, la langue française, en fait, pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. Vous voyez que ce n'est pas si vieux. Et ça va durer jusqu'à un moment, je n'ai pas encore réussi à élucider, parce qu'il aurait fallu que j'aille à la Bibliothèque nationale à Paris pour trouver au-delà des sources, jusqu'à ce qu'on a appelé la loi d'Exon de 1951, qui va autoriser l'enseignement facultatif, alors non seulement des langues, mais également du folklore et des coutumes régionales, tout cela est mis ensemble, à raison de 2 heures facultatives par semaine pour l'enseignement primaire et de travaux dirigés dans le secondaire pour les élèves qui en font expressément la demande. Voilà où on en est à ce moment-là. Elle sera d'ailleurs abrogée ensuite en 1975 avec l'interdiction de l'affichage et de la publicité concernant des langues étrangères. Et enfin, dernière étape avant d'entrer dans le contemporain direct, 1994, la loi Toubon, qui va imposer l'usage exclusif du français dans l'espace public, avec pour motif qu'il faut défendre la langue française contre l'invasion de l'anglo-américain. Le but de Toubon, c'est ça. Je veux dire que l'effet de la loi Toubon, quand on écoute les médias en France, a été d'une efficacité très relative, parce que le nombre de termes anglo-américains qui sont utilisés dans les médias, y compris les médias publics, particuliers audiovisuels, montre que c'est à l'échelle. Alors, on va y avoir une dernière étape. Il y a eu des revendications, et en particulier des revendications à partir de 1992, à cause de la promulgation au niveau européen de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Réponse de la France, réforme constitutionnelle de 1994, article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. Et on rassure ceux qui revendiquent le droit à l'usage des langues régionales et donc du breton, en disant, mais maintenant, comme on a constitutionnalisé la langue française comme seule langue officielle, on va pouvoir
vous donner des moyens. On les attend toujours, et on lance à ce moment-là, selon la méthode Clémenceau, vous savez, quand j'ai un problème, je crée une commission. On va demander à un certain nombre d'experts successifs de faire un rapport au président de la République sur la compatibilité de la ratification de la charte régionale avec l'article 2 nouveau de la Constitution. Alors on aura un rapport d'un breton bien connu, qui est toujours en activité, c'est Bernard Cognard. Et puis on va en demander ensuite un deuxième, à un éminent constitutionnaliste aujourd'hui décédé, c'est du professeur Guy Carcassonne, qui fera un très beau rapport au Premier ministre de l'époque, qui était M. Jospin, qui a cette particularité que, comme il faut prendre en compte tous les parlers français, la conclusion sera rédigée en argot parisien. Ça ne s'invente pas, mais si vous tombez dessus, vous vérifierez, c'est exact. Par conséquent, toujours pas de ratification. Il y a ensuite, en 2008, une intervention d'un organe peu connu qui est le Conseil économique et social des Nations Unies, qui va non seulement suggérer, mais recommander à la France d'envisager la ratification de la charte. Et on va avoir derrière, il n'y a pas très longtemps, un président qui vient de quitter ses fonctions, qui va faire une promesse de campagne, mais ce n'est pas le premier, en disant « je vais ratifier ». À la vérité, en catastrophe, le président de gauche avait envoyé à quelques jours de la fin de son mandat le ministre des Affaires étrangères signer à Vienne la charte. Mais signer ne veut pas dire ratifier. Signer, ça veut dire je prends en compte l'existence de ce texte, et tant qu'il n'est pas ratifié, il n'entre pas dans l'ordre juridique interne. C'est un peu compliqué. On est d'accord avec ce qui est dit là-dedans, mais on ne l'applique pas. Il faut qu'on le ratifie pour qu'il soit opposable. Rien qu'au stade de ce texte, de la signature, c'est même toute ratification, la France va déposer une réserve pour dire on va voir ce qu'on peut faire parce que ça ne peut pas aller à l'encontre de notre article 2. Alors on va nous faire un superbe cadeau. On va faire une modification constitutionnelle. Et le 23 juillet 2008, le Congrès, pas par référendum, le Congrès, c'est-à-dire la réunion du Sénat et de l'Assemblée nationale, va adopter l'article 75.1 de la Constitution. Certains ici s'en sont réjouis en croyant que c'était une avancée et une victoire. Ainsi rédigé, c'est très court, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. C'est-à-dire que l'État s'est assuré l'exclusivité et la propriété des langues régionales. Il en est désormais le propriétaire et par conséquent, ses locuteurs, ses utilisateurs, ceux à qui elles appartiennent, n'ont plus aucun droit dessus. C'est ça que ça veut dire. Ça fait partie maintenant, comme on disait sous l'Ancien Régime, du domaine royal qui est inaliénable. Et pourtant, on a continué sous la pression du militantisme et sous la pression du développement. Je pense que, particulier aujourd'hui, où on fête les 40 ans de Diwan, à l'auto-organisation locale, si je puis dire. J'en ai des souvenirs précis, puisque l'un des premiers élèves de la première école de Diwan m'est très proche. On a déposé sans arrêt
des propositions de loi sur le statut et l'enseignement des langues régionales. Rares sont celles, alors des propositions de loi, il faut bien comprendre, ce n'est pas le gouvernement qui les... Ce sont des députés qui ont le droit de déposer des propositions de loi qui sont examinées quand on a le temps, en fonction de l'ordre du jour fixé à l'Assemblée nationale, avec des priorités imposées par le gouvernement. Et depuis la précédente présidence de la République, il y avait des fenêtres qui étaient réservées pour que la séance soit consacrée uniquement à des propositions de loi, et c'était les groupes parlementaires qui décidaient de celles qu'on mettait et de celles qu'on ne mettait pas. Pourtant, il y en a eu. À chaque fois, chaque nouvelle législature, il y en avait une qui était déposée, parfois deux. Mais la plupart n'ont pas été débattues, et on arrivait à la fin de la législature, et comme la législature était terminée, on mettait les compteurs à zéro, ben, elles se retrouvaient au panier. Et on a eu une accélération de ce phénomène. Alors, je vais presque terminer mon propos sur l'ordre interne, si vous voulez. Sous la dernière législature, celle qui s'achève. Alors, d'abord, il y a eu une proposition de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la charte des langues régionales minoritaires. C'est-à-dire, là, on allait modifier la Constitution pour la rendre compatible avec la charte. Elle a été votée le 28 janvier 2014 par l'Assemblée nationale et immédiatement derrière rejetée par le Sénat. Comme il n'est pas possible de réformer la Constitution sans un vote commun en termes identiques des deux assemblées, c'était fini. On y est revenu. Janvier 2016, proposition numéro 660 relative à l'enseignement immersif des langues régionales et à leur promotion dans l'espace public et audiovisuel. Alors celle-là, elle n'est pas allée loin. Elle a été rejetée en première lecture par l'Assemblée nationale. Alors on est revenu à la charge. Et en novembre 2016, vous voyez qu'on est dans l'actualité, une nouvelle proposition a été déposée relative cette fois à la promotion des langues régionales. Elle a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 31 janvier 2017. Sauf que la législature qui l'a votée a aujourd'hui achevé son mandat, que le Sénat n'a pas eu à l'examiner, et que par conséquent, on va remettre les compteurs à zéro et on verra quand une nouvelle proposition devra être déposée, sera ou ne sera pas déposée. C'est-à-dire que depuis 1994, faites le calcul, on est toujours au point zéro. Alors, la France, c'est la patrie des droits de l'homme et que c'est un pilier de l'Europe. Comment est-ce qu'on en arrive là? Je crois que je vais pas, vous pourrez les lire, je vous ai mis tous les textes, et en particulier la longue déclaration de réserve avant ratification et signature par la France de la charte, et qui, dans son premier point, donne la philosophie de la problématique. Dans la mesure où elle, la charte, ne vise pas à la reconnaissance et la protection de minorités, mais à promouvoir le patrimoine linguistique européen, et que l'emploi du terme de groupe de locuteurs ne confère pas de droit collectif pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le gouvernement de la République interprète la charte dans un sens compatible avec le préambule de la Constitution qui assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi et ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'est tout le problème. Depuis la phase jacobine,
se sont rendus compte qu'en fait, la nation qu'ils avaient inventée n'existait pas, qu'il n'y avait aucune cohésion ni culturelle, ni linguistique, ni même religieuse, ni quoi que ce soit. Ils ont voulu en créer une de toutes sortes, en imposant le français et en construisant un État pyramidal et monolithique avec dans l'interprétation qu'il faut faire de la devise liberté, égalité, fraternité, il faut remplacer égalité par uniformité. Et ça, avant que ça saute, c'est pas pour tout de suite, parce que, à supposer même que par crise de folie, la représentation nationale vote une loi autorisante. Un étage au-dessus, elle sera à coup sûr déférée au seul arbitre final qui est le Conseil constitutionnel, et je vous renverrai sur ce point à 2 décisions du Conseil constitutionnel, une de 2001 qui avait à examiner la loi de finances pour 2002, c'est-à-dire le budget, qui prévoyait dans son article 134 la nomination et la titularisation de personnel enseignant à 10 mois. Et le Conseil constitutionnel n'a pas censuré, mais il a émis ce qu'il appelle une réserve, sachant que la caractéristique de ces établissements est de pratiquer l'enseignement dit par immersion linguistique. Méthode qui ne se borne pas à enseigner une langue régionale, mais consiste à utiliser celle-ci comme une langue d'enseignement général et comme langue de communication au sein des établissements. Il appartiendra aux autorités administratives compétentes sous le contrôle du juge de se prononcer dans le respect de l'article 2 de la Constitution et des dispositions législatives en vigueur sur une demande d'intégration sous cette réserve. L'article 134 n'est pas contraire à la Constitution. Tant qu'il s'agit de finances, c'est pas illégal. Si par contre ça devait déboucher sur, et puis il y en a une deuxième qui concerne. Alors celle-là, attendez, il faut que je vous la. Qui concerne effectivement l'usage des langues, et dans lequel le Conseil constitutionnel, sur l'article 2 de la Constitution, considérant que si pour concourir à la sauvegarde des langues régionales, l'État et les collectivités territoriales peuvent apporter leur aide aux associations ayant cet objet, il résulte des termes précités de l'article 2 de la Constitution que l'usage d'une langue autre que le français ne peut être imposé aux élèves d'établissements d'enseignement public, ni dans la vie d'établissement, ni dans l'enseignement des disciplines autres que celles de la langue considérée. C'est-à-dire que ce qui avait été élagué la première fois a été tranché la deuxième, même si une tolérance fait que on continue encore heureusement, grâce à l'ampleur du phénomène, à tolérer ce phénomène, mais le Conseil constitutionnel a déjà dit qu'il était illégal. On a même vu pire, la Polynésie française voulait ou souhaitait que les textes locaux qui régissaient son statut spécial puissent être transposés dans les langues polynésiennes. Et bien, dans une décision du 9 avril 1996, le Conseil constitutionnel a dit, dans une mission de service public, c'est l'article 2 qui s'applique en Polynésie comme ailleurs. Toute autre interprétation serait contraire à l'article 2 de la Constitution. Par conséquent, aujourd'hui, pouvoir imaginer en l'état actuel les références juridiques que je vous ai données, qu'on puisse obtenir
en droit interne un statut qui permette aux langues régionales, et en particulier à la langue bretonne, la langue de notre peuple, de pouvoir survivre, parce que pour survivre une langue, ça a besoin d'être utilisé, autrement que dans l'espace privé, si je puis dire, ou dans l'espace des relations privées, et sans pouvoir avoir aucun statut officiel, bien comprendre qu'on est face à un mur institutionnel et constitutionnel. En France, il n'y a qu'un peuple, indivisible, qu'une langue, et qu'il n'existe aucune minorité, ni aucun peuple distinct ou autochtone. En France, on parle français comme tout le monde. Ça se heurte évidemment à un certain nombre de références juridiques internationales. Alors comment fait la France? Ben, c'est très simple. Il y a un texte fondamental que peu de gens connaissent, qui est du 13 septembre 2007, qui est une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, qui reconnaît le droit à l'usage des traditions, des coutumes, de la langue, à obtenir l'enseignement, à pouvoir enseigner les enfants dans la langue. Bien plus, ce texte va très loin puisqu'il reconnaît à ces peuples autochtones jusqu'au droit à l'autodétermination. Ça va jusque-là. C'est simple. La France ne l'a ni signé, ni l'a ratifié. Et quand on passe au stade européen, ben, la charte, on sait ce qu'il en est. Il y a un autre texte encore plus contraignant, qui est la Convention cadre sur les minorités ethniques et nationales. Alors là, je vais aller très vite. Ce sont des conventions, alors non pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe, ce qui est beaucoup plus large puisque c'est 47 membres. Alors, pour la Convention cadre, donc 47 membres, signés par 43 membres, ratifiés par 39 membres, non signés ni ratifiés par 4 États. Alors, je vous les donne parce que c'est assez rigolo. La Turquie, la France, l'Andorre et Monaco. Quand on sait qu'en plus en Andorre on parle catalan, c'est assez rigolo. Si je prends la charte, 43 membres, signés par 33, ratifiés par 25, non signés ni ratifiés par 13 États. Certains, ça m'a étonné, mais on va quand même voir la liste aussi. Alors, il y a la Turquie, bien entendu. Il y a la France. Il y a le Portugal, mais je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas de problème de minorité. Monaco, bien entendu. Les Pays-Baltes. L'Irlande. La Grèce à cause de la Macédoine. La Géorgie, l'Estonie, la Bulgarie. La Belgique et l'Andorre. Mais la majorité des membres ont signé et ratifié. Et alors, pour le reste, il y a d'autres textes qui, accessoirement, abordent ce problème. Alors, je vais en prendre un, parce que celui-là est très connu, c'est la Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989. Eh bien, la France l'a signé et elle l'a ratifié. Alors, j'avais quand même un doute, parce qu'il y a un article 30 dans cette charte qui prévoit le droit pour l'enfant d'être éduqué dans la langue de ses parents et de sa famille et de pouvoir recevoir un enseignement dans cette langue. Alors la France a signé et elle a émis une réserve uniquement sur l'article 30 en disant que cet article n'a pas lieu de s'appliquer en France puisqu'il n'y a aucune minorité.
Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire que face à la majorité des pays qui composent le monde actuel et aux règles du droit international élaborées au plus haut niveau, la France dit, chez moi, il n'y a pas de difficulté, parce qu'il n'y a pas de minorité, il n'y a pas de langue régionale ou locale, il n'y a rien. Par conséquent, tant qu'on voudra nous faire signer quelque chose là-dessus, il n'en est pas question. Donc, j'en conclus de manière un peu pessimiste que attendre un miracle, après tant d'années de lutte, est un peu illusoire. Est-ce qu'il faut pour autant baisser les bras et se dire on fait rien? C'est pas pessimiste de dire que le combat est facile. Mais moi, je crois qu'il faut regarder le réel et affirmer que notre combat pour soigner et guérir notre peuple du cancer jacobin, il doit être encore plus déterminé et qu'il devrait être permanent. Au fond, le problème de la place des langues minoritaires, régionales, nationales, qui sont parlées autres que le français en France, c'est un problème génétique de l'institution française. Et tout ce qu'on a pu obtenir jusqu'à présent, même si on en est content et même si ça a permis une certaine renaissance, et d'autres vous le diront mieux que moi, ça a un avantage, c'est que ça fait office de ce que l'on appelle en médecine les thérapies palliatives. Vous savez, celles qui servent à accompagner les fins de vie. Alors que faire? D'abord, il y a un argument qui ne tient plus sur l'argument de base de Talleyrand, Barrès et autres. Aujourd'hui, et ça me paraît être un truc important, les développements actuels des technologies numériques permettent et permettront à court terme de transposer quasiment instantanément tout texte élaboré dans une langue, dans n'importe quelle autre langue. Par conséquent, le problème de la communication et du coût des affiches et du coût des crieurs publics ne se pose plus. Mais ce n'est pas, je pense, auprès des institutions lutétiennes qu'on aura quelque chose à dire. Que par contre, la majorité des pays européens, que ce soit dans l'Union européenne, que ce soit au niveau du Conseil de l'Europe, que ce soit plus largement encore au niveau de l'OSCE, où là encore les traités d'Helsinki et de Paris prévoyaient des droits pour les minorités, et où la France a, lorsqu'elle a ratifié, émis des réserves sur ce point, les mêmes que celles que je vous ai citées, c'est en allant se battre à ce niveau-là, et en allant faire ce qui n'est pas la mode française, mais qui est la mode de tous les autres pays européens, du lobbying là où il faut, pour contraindre, appeler les autres à contraindre la France à se mettre aux normes de ce qui sont des droits fondamentaux et des libertés fondamentales. Alors, on peut aussi le faire auprès de l'UNESCO et auprès de l'ONU. Il faut savoir quand même que la France, pour son irrespect d'un certain nombre de libertés fondamentales, en particulier chez les peuples non décolonisés, est condamnée tous les ans par l'Assemblée générale de l'ONU, la patrie des droits de l'homme. Alors, j'en terminerai en vous disant, aujourd'hui, rien ne justifie cette résistance, sinon cette espèce de peur génétique de voir la France se dissoudre, alors que, pour ma part, toute langue ou toute culture, quelle qu'elle soit, est une vision originale du monde et fait partie, à ce titre, non pas du patrimoine seulement breton, mais du patrimoine culturel universel. Il n'appartient à aucune autorité, à aucun État d'en organiser la disparition. Ceci relève à mes yeux du génocide culturel qui constitue un crime contre l'humain. Alors je pense qu'au nom de ces droits et de ces libertés qui sont reconnus au plus haut niveau par les normes juridiques internationales, nous devons nous acharner
à les défendre face à ceux qui en nient l'existence. Et je dis que cette résistance, de ce fait, est légitime, même contre l'absolutisme lutétien. J'ai été un peu long, je vous prie de m'en excuser, mais je voulais que vous ayez une vision très précise de ce qu'est, non pas l'état du droit en Bretagne, non pas seulement l'état du droit à Lutèce, mais ce qu'est l'état du droit international sur le sujet. Et sur ce point, la France va en permanence à l'encontre du droit public international. Je vous remercie de votre attention. Merci braz Janczuk. Diorda huzut ma zordenenet gant prezegen neue Janczuk e helit skriva justement va un paperik au mail a guano a kaset e vodor neue a folen hag a zo belenet gant Janczuk neue just brenagik. Kendalret neue vo gant a roge adenman ron e moa zevel da gentapen goulet peger komzet e obe kalz diverben a lezenou, diverben ar bodadek boradel neue penonz lezeni place à Oriezou et Arvro hag aze on eus un danvez candidat ce soir hag a zo klas be a onvet a député gwenval jekel neue candidat en Ila Gwilun daoustegen et servichou am drabenag be a député ben a fin. Trugare bran, ça va être un coup en zeouzing. Penaos respondant drai. Ahe be disquezet plan gant Janczuk neus netra da hortoz a beurz ar stad evit ar yezou. En adel vraiment. Mais studier a ran politik ereziez Russia, da gaver ur dezen a ran ahe eskouver roazon dao, neus e pez a den deus politik erez ar yezou, hag e Russia dreistol hag ar pez ve anvet egoren post-soviedel, neus e andraze a studiant penons var an dachne tre vroadel hag ver ar pez a stadan neus pez a zo er stadra la he, non, vel just, neus netra da hortoz. Gizmen deus dispegel a he tout fin ar c'hinigou les enou a zo be kaset dirag ar vodaden vroadel e Bro-France, a zo be pe korbelet, pe ne vezont ket votet, pe vezont votet hag dezen ne vezont ket kadarnet, ben fin ar gont, pez ne ket be dispegel gant Janczuk, dra zo be fetus a zo be c'hoarvezet ar vodaden vroadel gant lezen molak, dam sonj e oa nugen kanat bennak ar vodaden vroadel an oze, hag e be votet, hag pez a zo ber c'hoarvezet e zeus be, eus ket zonj resis, met triden var nugen o voti ar c'hinnig lezen ze baia, puger voilà ket triden klan da voti evit be an sur ne dremen feke ar c'hinnig lezen evit difen ar yezou. Nous e ar vech on eus lavaret an draze, e c'hellan nemet sevel a du an ar pez a zo be displeget a he pa de penons nugen minuten bennak, dam zonj a he gant an vel danvez kanat evit penons an dilenadegout a zon, dam zonj neus netra da c'hortoz a bez ar stad, pez a zo bet diskouezet don, met pad an anterkant la tremenet, ar stad ne neus gret nemet un dra e klas distruj penons ar yezou.